Alors, on approche du dernier temps d'échange en forme de bilan et perspective. Je vais accueillir sur scène Bertrand Colli. Je vais peut-être attendre qu'il monte pour le présenter. Je précise que Patricia Andriot de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ne peut pas malheureusement être là aujourd'hui. Voilà, elle s'en excuse. Donc cette table ronde devient un temps d'échange qui n'en sera pas moins riche. Bonjour et bienvenue, Bertrand Colli, merci d'être là. Alors vous êtes animateur emploi et compétences en Brenne, à la maison familiale rurale de la Brenne. Mais si je puis me permettre, c'est aussi vos activités passées qui nous intéressent maintenant parce que vous avez été vice-président du CESE. Et vous avez participé à un rapport en 2019 qui est un peu le point de départ de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, de ce fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Peut-être d'abord dire un mot de ce rapport et quels étaient les enseignements et en quoi ça a abouti à la création de ce fonds. Oui, en effet, j'étais vice-président du CESE et du coup, ce rapport en 2017 sur la place des jeunes dans les territoires ruraux. Et notamment, j'avais participé du coup dans l'écriture un peu, avec Elodie qui hoche la tête pour acquiescer au moment de la sortie du FEJ. Sur la question. De dire que depuis, moi j'ai du coup quitté le CESE, la question des politiques publiques pour être plutôt dans le faire, je vous l'avais dit, et notamment je co-gère un tiers-lieu et puis je monte un campus rural. Du coup c'est en lien avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je suis repassé à la partie... Et puis du coup, ce que je disais à Elodie en venant, c'était en 2017, ça a un peu vieilli, et du coup elle m'a dit, ouais, viens quand même, vous serez deux à la table ronde. Finalement, je suis tout seul. On va passer un bon moment. Bon, les constats de ce rapport, je crois qu'ils ne sont pas vieillis autant que ça, tout de même. On va peut-être rappeler les grandes lignes de ce rapport et les préconisations qu'il proposait. Oui, tout à fait. Du coup, moi, ça me permet de finir. En plus, j'avais pu aller sur différents territoires, l'Ariège, à Langres, etc., pour aussi prendre le temps de découvrir les différents projets. Du coup, c'est aussi un retour à ça. Donc, en effet, sur la vie du CESE, il y avait l'idée, il y a des choses qui ont beaucoup été dites sur la question de la diversité des territoires, sur la diversité des jeunesses à l'intérieur. Et la question, c'était d'arriver à caractériser un peu qui étaient les jeunes ruraux. Et il y avait 5 caractéristiques que je vais aller très vite parce que ça a été exprimé tout à l'heure au cours de la journée, mais il y avait la question de leur professionnalisation et de leur orientation scolaire, avec en effet une entrée plus précoce dans la professionnalisation. La question de l'impact de la mobilité également, qui a été sur lesquelles on est largement revenu, notamment à partir des différentes actions qui ont été menées, sur les inégalités entre les femmes et les hommes qui étaient particulièrement importantes, et Yael en a reparlé ce matin, sur la question de l'engagement, où, ça n'a pas forcément été dit, mais les constats qui étaient faits, et du coup qui s'appuyaient sur différents travaux, c'était que les jeunes ruraux, ils sont plutôt plus engagés que les autres, et ça c'est encore vrai. Ils sont très engagés aussi du fait des caractéristiques du territoire et des différentes structures. Moi, je suis toujours étonné, j'habite un village de 300 habitants, de en fait, l'implication des gens, parce qu'il y a une école, du coup, il y a des parents qui sont engagés, il y a des jeunes qui sont engagés dans le club de foot. Il n'est pas sur le village de 300 habitants, il est à 7 km dans celui de 1000. Mais... ou dans le comité des fêtes, où il y a des jeunes également qui y participent. Et du coup, la proportion des personnes et des jeunes en particulier qui s'engagent sur ces territoires-là, il est particulièrement élevé. Et ça, on ne le relève pas suffisamment, me semble-t-il, sur leur engagement. Et le dernier constat qui a été fait, qui est un peu paradoxal avec l'engagement des jeunes sur les territoires, c'est leur peu de prise en compte par les politiques publiques. Et tout ce qui vient d'être dit, là, ça a largement illustré le regard que peuvent porter les politiques sur les jeunes. Et un autre constat sur lequel on a peu parlé, mais moi ce qui m'avait frappé dans ce travail-là, c'était aussi le regard sur les territoires ruraux toujours, là où il y a les territoires les plus dynamiques, sont là aussi où il y a des dynamiques jeunesse qui sont mises en place. Je pense que l'un nourrit l'autre et inversement, mais aussi l'absence, notamment sur la diagonale des faibles densités, même si ce n'est pas vrai pour tous les projets, on a parlé de Langres, etc. Mais la plus grande partie des structures jeunesse dans les territoires ruraux, ils sont plutôt sur les territoires les plus dynamiques. Et là, il y a, me semble-t-il, matière à réfléchir pour nous tous sur cette absence-là dans les territoires les plus en difficulté, si on peut l'exprimer comme ça. Du coup, ce rapport, il faisait... J'enchaîne ? Du coup, il faisait un certain nombre de constats, je viens de les faire, et puis il faisait des préconisations.
importantes. Et une des premières, c'était notamment devant l'absence un peu de prise en compte des jeunes, c'était de se dire comment on va faire en sorte, c'était au moment notamment où les régions devenaient chefs de file des politiques jeunesse, où l'État se désengageait, ça a été dit, de ces politiques-là, et comment on va réussir à redonner aux politiques une vraie compétence qui pourrait être dédiée. Notamment, on avait demandé en tout cas de rendre obligatoire une compétence jeunesse en direction portée par les communautés de communes avec un projet jeunesse de territoire. On s'appuyait notamment sur les projets éducatifs de territoire qui étaient des démarches qui fonctionnaient plutôt pas mal à l'échelle plutôt de l'enfance à ce moment-là. Le deuxième, c'était la mise en place des campus ruraux de projets. Et il y en a un certain nombre qui ont été présentés aujourd'hui. Il y en a d'autres qui se sont mis en place. En tout cas, ça a été approprié par un certain nombre de structures. Et le dernier, c'était de mettre en place un pacte en direction des jeunes ruraux avec un certain nombre d'actions, à la fois la question de la formation des acteurs, on pourrait y revenir, la question de la formation en tant que telle sur quels sont les outils de formation à l'échelle des territoires ruraux, la question du logement, des mobilités, de la santé, sur lesquels on est largement revenu. Alors, parmi toutes ces préconisations, est-ce qu'il y a un projet évoqué aujourd'hui sur lequel vous voulez revenir en détail et sur la façon dont les problématiques ont été appréhendées par les porteurs de projets et par ceux et celles qui les ont évalués? Eh bien, je peux faire en 2 mots peut-être sur chacun des projets. Moi, ce qui m'a un peu interrogé, intéressé sur les différentes choses. En route vers la santé, par exemple, dans le Vercors, moi, je trouve que et notamment apparu la question du temps, notamment quand on va sur les territoires. Et je pense que là, il y a une question qui est importante, c'est-à-dire, j'en ai échangé avec un directeur de prévention qui est intervenu sur les territoires ruraux, ce qui n'existe quasiment plus, je pense. Ça fait partie des politiques qui ont disparu de ces territoires-là. Et il disait, en territoire urbain, il faut 1 an à peu près pour arriver à commencer un travail de prévention spécialisé. En territoire ruraux, il en faut au moins 2 parce que le temps est plus long, le fait de s'intégrer sur ces territoires-là. Et ça a été dit également sur les questions de santé. Et puis, juste sur ce projet-là, sur les questions de santé, à la fois on entend tout l'intérêt et sont développés un certain nombre de projets comme ça. La grande problématique de la désertification médicale aujourd'hui, elle est hyper rude et du coup souvent, et ça a été dit, à la suite des 6 rendez-vous qu'on avait réussi à mettre en place via cet appel à projet, il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est quand même une vraie question cruciale pour les territoires dans la période. Sur Mobicoloc, je continue. Bien sûr. Du coup, la question du logement, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'un peu de contradictoire et qu'on a du mal, je pense, à voir quand on est en ville. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logements vacants sur un certain nombre de territoires. Et pour autant, la question du logement, elle est galère en milieu rural, exactement comme en ville. C'est-à-dire que même pour un jeune qui est salarié, en CDI, etc., trouver un logement simplement adapté dans des conditions, c'est très, très difficile. Et quand on est en plus quand on fait le yo-yo, etc., pour l'emploi, ça l'est encore plus. Sur Mobicoloc, la pérennité d'un dispositif comme celui-ci, quel est votre regard là-dessus? La question, elle se pose partout. Elle se pose sur l'ensemble, mais en effet, encore plus sur le logement. C'est-à-dire que là encore, on est sur du temps long, sur la gestion de logement, l'intermédiation locative, etc. Et que ça, c'est un vrai manque. C'est-à-dire que des FJT, etc., il en existe aussi en milieu rural. Ils ont toute leur pertinence. Il y a plein de territoires qui ne sont pas couverts. Et ça, c'est un vrai questionnement. Sur Agir en Ariège. Agir en Ariège. J'espère que je ne vais pas en oublier. Sinon si on en oublie, vous faites signe surtout si vous êtes là. Eh ben, du coup, l'accompagnement de projet, dont les jeunes sont les principaux acteurs. En tout cas, ça a été beaucoup ça qui a tenté d'être développé, et avec un certain nombre de réussites. La nécessité d'être pas trop institutionnel pour pas faire fuir les jeunes, c'est important. Et puis moi, ça me faisait écho avec quand j'ai démarré animateur jeunesse il y a quelques années. Il y avait un programme qui s'appelait Envie d'agir, qui était porté par l'État, on retrouve beaucoup de choses et qui permettait justement de manière un peu inconditionnelle d'accompagner des jeunes qui avaient des projets de création d'activités, qu'elles soient économiques, culturelles, sociales, etc., qui ont disparu. Et du coup, ça fait partie des choses qu'on réinvente un peu au fur et à mesure, et malheureusement dans une mesure qui est moindre que celle qu'elle pouvait avoir. C'est de l'innovation qui s'inspire du passé. Voilà, un retour de l'innovation.
Sur le parallèle, on a terminé par ça. Je pense qu'on a tous été on a tous écouté avec beaucoup d'attention ce projet-là qui est un peu fait de la structure aussi institutionnelle, plus récente, associative, plus mouvante, du coup qui vient réinterroger les différentes pratiques qu'on peut avoir sur nos différentes structures. La question de la santé mentale qui était également abordée et qui est une vraie, me semble-t-il, une question qui est de plus en plus prégnante. En tout cas, cette question-là, notamment au sortir du Covid, etc., avec une difficulté aussi par manque de professionnels de santé à prendre en compte ces aspects-là. La question de l'interpellation des élus qui était très forte. Et puis, l'intérêt, me semble-t-il, de la question des tiers-lieux qui se développe quand même beaucoup sur l'ensemble des territoires et comment ces lieux de brassage-là, ils incluent également des dynamiques de jeunesse. Là, il y a vraiment un truc, me semble-t-il, à creuser et à trouver. La mobilisation des élus telle qu'elle a été présentée par les différents intervenants et ces regards qui doivent changer de part et d'autre, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui a été dit? Et par rapport au constat que vous faisiez, là encore dans ce rapport du CESE, est-ce que les choses bougent? Est-ce que la mobilisation des élus évolue? Ça a été dit, quand même, ça fait partie de la grosse problématique, quoi. Et globalement, la question de la démocratie aujourd'hui dans nos sociétés, elle est prégnante. Et malheureusement, elle intervient aussi au niveau des territoires. On a un vrai problème de formation, de renouvellement des élus, particulièrement en milieu rural où ils sont particulièrement vieillissants, où on a une difficulté à faire en sorte qu'ils se forment, etc. Et que là, on est dans une difficulté, me semble-t-il, qui est devant nous. Et encore. des stéréotypes très forts sur la jeunesse rurale de la part des décideurs et des élus? Oui, du coup, la question du regard qu'on porte, et là je pense notamment aux travaux de Jean-Claude Richez il y a déjà quelques années sur les différentes visions qu'on peut avoir, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une vision où la question c'est un danger pour notre société, ces jeunes-là, ou à l'inverse une dimension plus d'insertion, etc., des pauvres difficultés que peuvent rencontrer ces pauvres jeunes, alors que la question du regard de jeunes pensés comme les futurs responsables de ce territoire-là, développeurs locaux, etc., on n'y est pas souvent quand même. Oui, puis c'est pas les citoyens de demain, c'est les citoyens d'aujourd'hui. C'est aussi comme ça que les présenter comme les citoyens de demain, c'est déjà une vision un peu en surplomb. Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est à la fois dans la question des élus, mais ça nous interroge tous un peu. C'est-à-dire que aussi sur la question, on pourrait y revenir, mais sur la formation, même des animateurs, etc., on manque, me semble-t-il, souvent un peu de cette vision d'éducation populaire, c'est-à-dire d'arriver à regarder les jeunes comme des responsables en tant que tels, à qui on peut laisser la parole, à qui qui sont nos égaux. Et ça, on a du mal à le faire, me semble-t-il. Il y a là à nous réinterroger collectivement aussi nos structures et les politiques d'autant plus. Mais ce que je retiens de l'intervention autour du projet Je chemine, tu chemines, nous cheminons en Gâtine, c'est une forme d'agilité. Vous l'avez peut-être aussi entendu, cette façon de remettre en cause le projet en cours de route. Est-ce que ça, c'est les vertus de l'évaluation? Quel est votre regard là-dessus, Bertrand Colli? Oui, tout à fait. C'est à la fois les vertus de l'évaluation et puis ça a été dit par Hugo. Moi, j'avais eu la chance d'aller voir. C'est aussi la culture de la politique jeunesse qui a été développée dans le Nord de Sèvres. C'est-à-dire que c'est pas le premier projet qui est mené. Ça a une histoire. Il y a des gens qui ont réussi à justement penser la transmission et on en a changé avec Hugo à la pause, c'est-à-dire qu'il a été aussi dans le rôle du jeune il y a quelques années qui était sur le dispositif et du coup il y a de la transmission qui se font, il y a voilà, les jeunes qui eux-mêmes s'identifient à ceux qui portaient le projet et à qui on laisse la capacité de le porter aujourd'hui et ça me semble-t-il c'est quand même la clé et du coup ça pose là encore la question du temps et de l'inscription dans le temps. Et sur cette question qui a été évoquée en Ariège de la durée limitée d'un fonds comme celui-là, quels sont vos regards? Est-ce qu'au contraire, une expérimentation qui a vocation à avoir un début et une fin, c'est pertinent? Est-ce que ça a du sens ou est-ce que c'est plutôt problématique? Je pense que ça a du sens, notamment porté par le Fonds d'expérimentation jeunesse, d'avoir comme ça des outils qui permettent de développer de nouveaux projets, de s'essayer, etc. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'à côté, il devrait y avoir des dispositifs qui permettent la pérennité, qui permettent d'avoir un socle qui permettent la projection des structures. Aujourd'hui, c'est plus que ces outils-là qui sont utilisés. Et ça met vraiment en difficulté toutes les structures, d'autant plus dans les mois et années qui viennent, qui vont être complexes, quoi. Si vous me permettez, une question un peu plus personnelle. Comment un vice-président du CESE se retrouve aujourd'hui plutôt les mains dans le cambouis? Est-ce que c'est justement une forme de, alors peut-être pas de désillusion, mais en tout cas
C'est une nouvelle étape de votre vie parce que vous vous dites que vous serez plus utile là où vous êtes aujourd'hui? C'était plutôt devenir vice-président qui était un peu une anomalie. Euh, oui, non, bah, je pense en effet. Parce que ça raconte aussi votre regard sur ces territoires-là et cette jeunesse. Oui, bah, moi je pense vraiment on manque aujourd'hui d'acteurs sur les territoires. J'y reviendrai, mais en effet, on manque d'acteurs qui prennent en main, qui ont le goût d'aller de faire du commun au sein des territoires, et c'est ça qui est, me semble-t-il, aujourd'hui la clé si on veut arriver à avancer. Et ce nous, alors, qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est dit sur le nous, Bertrand Colli? Sur le nous, c'est ça, moi je pense le grand enjeu. Peut-être je voudrais revenir sur trois problèmes qui sont, me semble-t-il, un peu clés, justement, avant de revenir sur un peu ce qu'on a à faire et des choses à la fois qui ont été dites et que je pense qu'on a besoin d'ouvrir. Sur la question des jeunes et de la jeunesse, à la fois on a parlé beaucoup des jeunes ruraux et la question de l'image, de la vision qu'on a des jeunes de manière plus large dans notre société, elle est vraiment problématique. Et notamment, c'est les travaux de Tom Chevalier qui montrent, notamment par des comparatifs européens, qu'on est dans une situation qui met, en France particulièrement, les jeunes dans une situation compliquée, c'est-à-dire avec une vision familialiste, où on interdit aux jeunes, par exemple, les minima sociaux entre 18 et 25 ans, c'est ce qui dit beaucoup du regard qui est porté. C'est-à-dire que la question des jeunes, c'est la question qui est réservée à la famille, et l'État, il vient simplement de manière en suppléance en fonction des besoins. Et ça met les jeunes, et du coup, au fil des politiques qui sont portées, qui accompagnent plus ou moins. On l'a vu il y a quelques années maintenant sur l'APL qui a été diminuée d'un coup, tac, les jeunes ont perdu 1 milliard. Une volonté d'un autre politique sur le service national universel qui met un programme hyper cher alors que personne ne le demande et qui s'avère inutile au bout de quelques mois comme ça avait été prévu. Et du coup, ça, c'est une vraie question, me semble-t-il, de comment on construit ces politiques, quelle place à laquelle on donne les jeunes. Et puis, ça a été dit, c'est quand même aujourd'hui des jeunes qui crèvent le faim. Ça a été vu particulièrement au moment du Covid, mais aussi, encore cette semaine, il y a des jeunes qu'on accompagne, décrocheurs scolaires, et il avait plus 15 balles pour mettre de l'essence dans son scooter, et du coup, il ne pouvait plus venir. Et du coup, c'est des vraies problématiques. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont du mal à bouffer. Et ça, c'est quand même, me semble-t-il, et sans parler des scandales des jeunes sortis de l'ASE, etc., où aujourd'hui, et ça, je pense, si on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, c'est-à-dire de la conception de manière globale de notre société sur la place qu'on donne aux jeunes, ça, c'est une vraie question. Le deuxième, c'est pour les territoires ruraux, il y a quand même un problème, c'est-à-dire que le ruissellement n'a pas eu lieu, quoi. Et ça, c'est quand même problématique, c'est-à-dire que encore la semaine dernière, il y a une convention avec une collectivité. Elle n'avait pas la trésorerie pour nous faire un virement de 5 000 € parce qu'ils étaient à sec et ils n'étaient pas en capacité de le faire. Donc ça, c'est aussi la réalité de ces territoires-là, des élus qui les portent, etc. C'est-à-dire qu'on est, et avec des services qui disparaissent, on a parlé des questions de santé, des questions de mobilité. Nous, par exemple, un jeune, s'il veut faire médecine, il n'y a pas de bus qui l'emmène depuis chez nous jusqu'à la fac. Il ne peut pas le faire. Et du coup, ça facilite pas. Elle est où la fac de médecine la plus proche? À Tours. Donc ça, c'est des services qui disparaissent. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font les politiques dans ces conditions-là? Ils gèrent avant tout les compétences obligatoires qu'ils ont, ce qu'on peut comprendre. Et du coup, ça n'aide pas, me semble-t-il, à traiter aussi les questions de... Donc c'est un peu pour les excuser. Ça n'aide pas en tout cas aussi à appréhender les questions de jeunesse. Et puis le troisième, on a peu parlé, et me semble-t-il que ça fait quand même partie des grands sujets de nos territoires, c'est la montée de l'extrême droite et de ses idées dans les territoires ruraux. Là, il y a quand même, et les travaux de Benoît Coquart les montrent, c'est-à-dire que les figures un peu qui étaient présentes sur les territoires, ils ont pour beaucoup disparu, ou en tout cas ils sont plus impliqués. Il y a eu des difficultés de mixité à l'intérieur de ces territoires-là, avec des classes populaires qui sont présentes de plus en plus nombreuses, enfin en termes de pourcentage. Et là, me semble-t-il, il y a quand même à nous remonter les manches pour travailler sur ces questions-là, parce que c'est urgent. Donc faire du nous. Donc faire du nous.
Ouais, c'est capital. En gros, c'est ce qu'essaye de faire l'ensemble des projets qui ont été présentés, c'est-à-dire comment la question d'un mode de vie très individualisé, cette lame de fond dont a parlé Mélanie Cocard en démarrant la journée, comment on la contrecarre, quoi. Gambino, Mélanie Gambino. J'ai pas dit Gambino. Non, vous avez dit Cocard. Je me suis trompé. Pardon pour l'interruption. Mélanie Gambino, tout à fait. Et notamment, et du coup, comment on fait du nous. Et je crois qu'en milieu rural, on a la chance d'être en capacité de le faire du nous. Parce que on a tous nos enfants à la même école, et que les classes sociales, c'est encore des lieux dans lesquels on se mélange, au club de foot, etc. On se croise, on se connaît, entre écolos et chasseurs, etc. Même si on habite sur un territoire qui est quand même pas grand, on a une capacité à tous se connaître. Et je crois que là, il y a vraiment quelque chose à jouer, surtout qu'il manque pas grand-chose. On l'entend régulièrement dans Carnet de campagne. Il y a le livre de Vincent Grimaud sur la renaissance des campagnes qui le montre aussi. C'est-à-dire qu'il manque pas grand-chose pour que la dynamique d'un territoire elle soit négative, soit positive. Et il y a juste nécessité qu'à un moment donné, il y ait plusieurs qui se relèvent les manches, qui fassent du lien, qui aient le goût d'aller vers les autres et vers la création de liens. Et me semble-t-il, l'ensemble des projets qui ont été présentés aujourd'hui, ils allaient dans ce sens-là. La question de la réappropriation de la culture aussi, qui a été beaucoup évoquée, c'est-à-dire là, il y a comment on refait de la culture en commun à ce niveau-là. Faire du nous. Voilà. Est-ce qu'on laisse la parole à la salle? Oui, ça vous dit qu'on... Je peux dire un dernier truc? Bien sûr, dites un dernier truc. Un dernier truc, Bertrand Colli. Du coup, la formation, il y a la formation à la fois, j'en ai un peu parlé, des animateurs, des techniciens, des élus. C'est notamment Jean-Pierre Alter qui montrait ça sur la question des politiques jeunesse. La nécessité, en tout cas, d'avoir des couples aussi entre techniciens, élus, des animateurs jeunesse qui soient formés aussi à la fois à la question du travail de jeunesse en tant que tel, mais aussi dans une vision de développement local et de développement territorial. Et ça, souvent, ça manque aux élus qu'on a. La question de la gouvernance, on a commencé à en parler un peu avec le parallèle. Me semble-t-il, ça réinterroge l'ensemble de nos structures et de la manière dont on fonctionne, comment on remet en place des jeunes. Et j'étais intéressé notamment par ce que disaient les foyers ruraux, parce que dans la vie du CESE, on interrogeait le fait qu'est disparu de leur statut, le fait qu'il faille des jeunes de moins de 30 ans dans leur conseil d'administration. Et la nécessité, en tout cas, c'était dit sur le Grand Est, de réinterroger cette place-là. Me semble-t-il, ça participe pour nous tous à faire en sorte sur comment on repense ces gouvernances-là pour laisser de la place et remettre un peu de la dynamique. Et puis le dernier, c'est la question de la politisation et de l'éducation populaire au sens le plus fort, la question de la transformation sociale qui a été abordée. C'est-à-dire que la lutte notamment contre l'extrême droite et ses idées, elle passera aussi par là, c'est-à-dire de nous donner l'objectif de faire en sorte que les jeunes qu'on accompagne, etc., ils soient porteurs de valeurs, d'une espérance, d'idéologie, etc., qui soient porteuses d'avenir. Et d'espoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Bertrand Colli? N'hésitez pas à lever bien haut la main, parce qu'il fait très sombre. Oh non, on va pas finir comme ça. Si, une question. Bon, je plaide coupable avec mon travail, je voyage beaucoup en France, donc j'ai cet avantage-là. Et donc je suis aussi allée en Brenne. Et justement, oui, il y a des gens qui vont en Brenne encore, voir les grenouilles, tout ça. Et donc je me posais la question, pourquoi avoir choisi ce territoire? Et puis surtout, j'avais à côté de ça, donc ça c'était ma question. Et ma remarque à côté, c'est que pour avoir eu le temps d'échanger avec pas mal de jeunes qui soient impliqués dans les clubs sportifs ou quand je fais le choix de s'installer en Brenne alors qu'il n'y avait aucune attache, donc ce qui est aussi assez étonnant et surprenant, ils se confrontent, pour ceux qui ont décidé de s'y installer, se confrontent à des jeunes qui sont déjà sur place et qui ont en fait des idées politiques très renfermées et qui ne sont pas forcément ouverts à cette question de mixité que vous avez un peu abordée tout à l'heure et qui défendent des idées d'extrême droite, quoi, par exemple, et qui sont jeunes. Pourquoi la Brenne ? Parce que je suis arrivé là pour travailler il y a 20 ans et j'ai trouvé un réseau super. Et du coup, j'y suis resté. Et ça se fait beaucoup comme ça. Et sur la question de... En effet, et je reviens là sur la question du tiers-lieu, parce que je voyais des parallèles, notamment avec le parallèle.
possible, mais ces espaces-là, justement, de confrontation, etc., il faut qu'on arrive à les faire vivre, il faut les développer, etc., parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Mais c'est aussi être présent. Enfin, moi, je suis vice-président du comité des fêtes de mon village, etc. Mais je pense que c'est aussi comment les espaces un peu traditionnels, etc., on se doit, me semble-t-il, d'y être présent, de pouvoir partager des choses, de pouvoir se confronter aux autres, de pouvoir imaginer. Alors après, évidemment, c'est moins douillé que de rester entre soi, etc. Mais me semble-t-il, c'est central. Aussi, c'est plein d'ouverture et enfin, ça ouvre aussi des univers sur lesquels on a besoin d'aller. Mais en fait, ce qui était étonnant dans l'observation qu'on a eu l'occasion de faire, c'est qu'en fait, les jeunes qui étaient issus des territoires de la Brenne, ben en fait, ils n'avaient même pas connaissance des autres espaces des festivals qui existaient dans la région, de tous ces endroits de possibles échanges, en fait. Et c'est ces personnes qui sont arrivées qui leur ont dit « Hey, tu connais ça ?» Oui, et ça, c'est, me semble-t-il, nous, on les attend avec impatience, tous les jeunes qui veulent venir s'installer, et il y en a régulièrement, et c'est comme dans tous les territoires, même si c'est un territoire particulièrement enclavé. Hein. La ville du Blanc, qui est la sous-préfecture centre, elle a perdu 1000 habitants, elle en a plus que 5000. En 12 ans, elle a dû en perdre 1000. C'est quand même un peu ça le contexte. En effet, mais c'est des situations de piège, etc., dont parlait justement Mélanie Gambino. Et tout l'enjeu, c'est ça, c'est-à-dire à la fois par la mixité, par le croisement avec des gens qui partent et qui reviennent ou qui arrivent sur le territoire, de faire en sorte d'arriver, et c'est tout notre rôle, de faire passer un maximum de jeunes qui vivent ce territoire-là comme un piège, aussi parce que pour des questions de mobilité à la fois physique et psychologique, et ben, au bout de plus de 15 km, ça paraît extrêmement loin, et sur comment on arrive à justement à faire en sorte. Et comment aussi tout le travail que font les structures d'éducation populaire, ou même que devrait faire l'école en direction de l'enfance. C'est-à-dire, c'est aussi, l'année dernière, on a emmené 10 jeunes à la mer. Il y en avait 3 qui n'avaient jamais vu la mer, alors qu'ils avaient entre 18 et 20 ans. C'est aussi ça, la réalité des jeunes sur ces territoires-là, que... Donc ça veut dire que dans leur parcours scolaire, etc., il n'y a jamais eu de voyage, il y en a de moins en moins, et ça c'est une vraie problématique. Et comment aussi la capacité à faire collectif, etc. Moi je pense que si les associations, je pense au MRJC parce que j'en suis issu, ça a été, si c'est difficile aujourd'hui de faire, c'est aussi parce que les structures d'enfance, etc., il y a de moins en moins d'enfants qui vont en camp et en colo, etc. Et ça, c'est, me semble-t-il, ce terreau-là qui nous permettait aux organisations après de jeunesse d'avoir une action qui était plus simple. Et si on n'arrive pas à renforcer dès l'enfance les pratiques collectives, là, on perd beaucoup, je crois. Y a-t-il d'autres questions? Oui, au fond. Monsieur. Ah bah, on voit presque rien. Oui, juste savoir si vous aviez une idée de la vision que les jeunes, on a bien compris que c'était une jeunesse plurielle, des milieux ruraux ont des jeunes, des milieux urbains, notamment les jeunes des quartiers, qui sont dans des difficultés assez similaires. C'est-à-dire que moi, quand je vous entends, je peux faire quasiment le même discours, le même constat sur les jeunes des quartiers. Voilà. Eh ben, faut qu'on... Non, mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement médiatique, il est quand même pour beaucoup pourri, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on nous envoie quand même comme image, etc., comme représentation, et moi le premier, parce que je suis peu amené à aller dans ces quartiers-là, c'est évidemment les émeutes en banlieue, etc. C'est quand même ça qui est renvoyé, c'est ça qu'on nous prend. Et d'où la nécessité, me semble-t-il, et pour l'ensemble des jeunesses et dans ces quartiers et dans les territoires ruraux, de se réapproprier le récit, de faire en sorte d'aller de repenser les médias, d'appeler carnet de campagne. Non, mais il y a notamment, je pense à ça parce qu'il y a une radio locale qui vient de s'installer au sein du tiers-lieu là où on est basé au Blanc, et c'est un super outil. C'est un super outil parce que les radios locales, et on a entendu, ils ont failli perdre 80% de leur financement il y a quelques semaines. C'est des outils qui sont super justement pour se réapproprier ça, pour faire en sorte que qu'on arrête de propager un certain nombre d'idées d'extrême droite, etc. Il faut que les gens puissent reprendre la parole, il faut que ce qui soit partagé, etc. De reprendre le récit, je crois que c'est vraiment important.
Merci beaucoup Bertrand Colli pour cette table ronde à un seul. Bravo.